Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour que l'on puisse échanger autour de ce qu'on appelle les soft skills, donc tout ce qui est compétences comportementales, émotionnelles, dont on a fortement besoin aujourd'hui dans le contexte de tensions de marché et dans le recrutement et dans le monde de la formation. Et voilà, c'est la thématique que nous allons travailler ce matin autour de cette table ronde. Je serai accompagnée de Stéphane Galli et de Pierre Maillet, que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Pour ma part, je suis Emeline Gauthier, je travaille au sein du groupe Adecco. Donc, le groupe Adecco est bien souvent connu parce qu'il est leader du monde du travail temporaire en France, mais vous ne le savez peut-être pas, il travaille également sur le recrutement en CDD, en CDI et sur l'évaluation de candidats pour ses clients. Et c'est cette activité que je pilote au sein du groupe. Donc, dans mes missions, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'accompagne nos collaborateurs dans nos différents réseaux. Donc, on a plus de 1200 agences en France, 9000 collaborateurs, dont un peu plus de 2500 recruteurs. Donc, avec mon équipe, pas toute seule, je les accompagne pour les monter en compétences autour de ce qu'est le recrutement, les méthodes de recrutement dans un monde qui évolue beaucoup, et tout ce qui est méthode d'évaluation. On accompagne également nos clients pour construire des nouvelles solutions sur mesure dans ce monde qui bouge, et puis évidemment nos candidats, la denrée rare en ce moment et pour les années à venir. Ce que je vous propose, c'est de vous parler rapidement de nos deux intervenants du jour. Donc Pierre Maillet. Donc Pierre, qui a travaillé pendant une vingtaine d'années en ESN et en agence de communication. Je ne l'ai pas oublié, tu vois. Très très grande agence de com, d'ailleurs. Donc Pierre a fait un choix de changement de voie il y a quelques années afin de s'orienter davantage, alors oui, sur le business, mais aussi sur une partie sociale, inclusion et diversité, en créant Eden School. Bonjour. Donc Eden School, c'est la seule école en France aujourd'hui qui forme des jeunes au métier de développeur web et web mobile, mais après la troisième. C'est-à-dire qu'on est en train de certifier aussi une certification de niveau bac qui n'existe pas. En fait, le diplôme n'existe pas. Et donc, on est en train de créer le diplôme développeur web et web mobile, niveau bac, pour des jeunes qui sortent de troisième ou de seconde. Voilà. Merci Pierre. Et Stéphane ? Bonjour. Donc Stéphane, qui lui a un parcours dans l'enseignement supérieur au sein de nombreuses grandes écoles. Il y a travaillé pendant plus de 20 ans et puis il a partagé un double constat. Le premier, c'est qu'on n'était pas forcément prêt à notre quatrième révolution industrielle autour du numérique et de la digitalisation. Et au-delà de ça, il avait un constat mitigé sur les méthodes pédagogiques. Et donc il a créé IRIG, l'école de l'innovation qui est basée à H7 sur Confluence. Bonjour, c'est très bien dit, je ne sais pas quoi dire de plus. Donc, pour ma part, moi j'ai après 22 ans dans l'enseignement supérieur, dans tout un tas de grandes écoles de la région, j'ai fait le constat avec une quinzaine de dirigeants, majoritairement d'ailleurs des dirigeants de la région, dont le président du MEDEF actuel, qu'on n'avait pas forcément fait évoluer nos pédagogies depuis le début du XXe siècle, alors que le monde, lui, je pense que tout le monde ici présent l'avait constaté, lui, il est en train de changer à vitesse grand V. Donc on a essayé de créer une école post-bac plus 3. Donc moi, je suis à l'inverse de mon ami Pierre, j'interviens sur la fin des cursus. On a souhaité créer une école qui soit à mi-chemin entre ce que sont les écoles d'ingénieurs et les écoles de management et de communication. Une école dont le credo, c'est de se positionner à 100% sur le management de l'innovation et tout type d'innovation, pas que l'innovation technologique, parce qu'au pays de Descartes, on a tendance à confondre invention et innovation et à croire que tout n'est que techno. Et je pense que vous allez le découvrir pendant ces 2 jours. La techno, c'est un outil, ça permet tout un tas de types d'innovation et on a décidé de les enseigner. Autre élément différenciant, on a décidé de valoriser énormément les soft skills et notamment une compétence clé qui s'appelle l'engagement. Et donc pour créer cet engagement vis-à-vis de nos étudiants et de nos parties prenantes, nous avons en fait réduit les cours à la portion congrue et nous mettons en place une pédagogie qu'on pourrait résumer en 2 mots, en 3, entreprendre pour apprendre. C'est-à-dire que tous nos étudiants sont transformés en consultants tout au long d'1 ou 2 années scolaires, le tout dans un lieu extrêmement inspirant qui s'appelle le H7
et qui est le plus grand lieu aujourd'hui de la région et même du Grand 4 Sud-Est, destiné à l'accueil, à l'accompagnement et à l'accélération de tout type de start-up. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Peut-être en amont des questions avec nos deux intervenants, moi je suis l'intruse de la journée, c'est-à-dire que je ne suis pas une spécialiste ni du numérique, ni du digital. En revanche, mon métier, c'est de parler du recrutement. Donc, vous donner quelques informations par rapport à ce qu'est le marché du recrutement aujourd'hui en France. On en a parlé en amont avec Stéphane et Pierre. Le groupe Adecco a publié hier un baromètre de l'emploi, on le fait 2 fois par an, qui annonce encore une embellie sur le marché du recrutement. Donc, c'est une prospective qui part de mi-2019 jusqu'à mi-2020. On travaille avec une de nos filiales qui fait de la prospective autour de la data dans le monde du recrutement. On annonce plus de 3,6 millions de recrutements en France sur 12 mois glissants, dont 2,5 millions d'emplois sur le CDD et le CDI. Donc une tension de marché qui va se poursuivre, une prévision de chômage autour des 8%, sachant qu'on est à 8,5% aujourd'hui. Donc sur 2020, une baisse annoncée du chômage et des vrais antagonistes dans ce marché du recrutement. Pour vous en parler de façon un peu plus claire, on a un marché des non-cadres, donc aujourd'hui autour de 8,5% de chômage, mais avec beaucoup d'ambivalence. On a beaucoup de personnes qui partent en retraite aujourd'hui. La génération des baby boomers. Moi, mes clients depuis 10 ans me disent on va recruter la génération d'après, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà, donc ils se retrouvent aujourd'hui très embêtés parce qu'il y a une forte part d'expertise qui s'en va de l'entreprise. Et à l'autre bout de la chaîne, et là on pourra en parler avec Pierre et Stéphane, on a beaucoup de filières où on a un manque d'attractivité pour les jeunes, peut-être aussi par rapport au type de pédagogie qui est utilisé. Typiquement sur les métiers de l'industrie, il nous faudrait 3 fois plus de jeunes qui rentrent en formation pour simplement couvrir les besoins du marché. Voilà. Et puis on a un marché des publics cadres, les fameux cols blancs, qui est là est très spécifique. C'est le plein emploi, 3,6% de chômage. Et la PEC nous annonce encore des années de ce type pour au moins 5 ans. Et la même chose chez nos voisins européens. On a de plus en plus de tensions sur la vieille Europe, mais aussi de plus en plus sur les pays de l'Est. Et où aujourd'hui, on allait chercher en Pologne, en Roumanie de la compétence qu'on n'arrive plus à capter aujourd'hui parce que la Roumanie, la Pologne même sont dans les mêmes difficultés. Et donc, dans ces difficultés de recrutement qu'on retrouve sur tous les plus grands secteurs, sur ce baromètre emploi, on voit que les plus grands secteurs qui vont recruter encore sur l'année à venir, c'est le monde du commerce, tous les métiers de la relation commerciale, le monde de la logistique, la construction, le bâtiment, qui sont le top 3 des secteurs qui recrutent le plus. Il y a aussi les métiers du digital qui sont en forte tension, je ne les oublie pas, mais c'était pour vous donner une vue plus macro. On est obligé de se questionner sur comment on recrute demain, comment on va attirer les candidats, et on est vraiment orienté sur du recruter autrement. Pour vous donner un exemple, au sein du groupe Adecco, on a créé notre propre centre de formation des apprentis parce qu'on n'arrive pas à recruter des recruteurs, des consultants en recrutement. Il n'y a pas d'école dédiée à ça. Donc on s'est pris par la main et on a monté notre propre école. Et on a pris le pari de recruter l'ensemble de la promotion sans CV, uniquement en se centrant sur les aptitudes et les motivations du candidat. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de partager avec nos clients aujourd'hui. Il a fallu aussi qu'on fasse de la pédagogie à l'interne avec nos managers, parce que ce n'est pas simple pour un manager qui a l'habitude de recruter autour d'un CV, de s'en décorréler pour aller chercher une autre typologie de candidat. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse partager avec Pierre et Stéphane. Pierre, en lien avec tout ce qu'on a pu commencer à évoquer sur les soft skills, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est né ton projet autour d'Eden School ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on l'a entendu, on essaie de modifier le recrutement, de recruter autrement, pour trouver les ressources qui correspondent au poste, ou même des fois, je dirais, trouver des postes, enfin créer le poste qui peut plutôt convenir à l'entreprise. Mais avant ça, il faut former des jeunes. Alors, des jeunes qui peuvent sortir 3e comme chez Eden School, ou en poste Bac+3 comme chez Hering. Mais dans tous les cas, il faut les former. Et je dirais qu'aujourd'hui, la problématique majeure, ça ne va pas être de les former sur les compétences techniques, parce que les compétences techniques, elles s'acquièrent tout au long de la vie. Voilà, on peut se former, on peut être accompagné là-dessus. Ça ne va pas être les savoirs non plus. Avant, pour avoir de la connaissance, il fallait aller à la bibliothèque,
regarder les encyclopédies. Maintenant, le savoir est accessible en ligne immédiatement. Par contre, ça va être plus sur les savoir-être et les compétences humaines. D'où l'idée des Down School, puisque l'idée, elle était effectivement, comme Emeline l'a dit tout à l'heure, moi j'avais envie de donner un peu de sens à ce que je faisais. Bon, Damien peut en parler, parce que j'étais chez InSign avant, et j'avais envie de faire du business social. Et j'avais envie, j'ai mon deuxième fils qui est venu faire son stage chez InSign, justement, stage de fin de troisième, et qui me dit, en fait, papa, je veux faire la même chose que toi. C'est-à-dire, moi, je m'occupais des équipes de développement digital de l'agence. Et en fait, en allant creuser, je dis, bah, tiens, c'est bizarre. En fait, il n'existe aucun diplôme sur ce niveau après la troisième. Il existe 2 bacs pro qui se rapprochent, un plus sur la partie matérielle, un plus sur la partie, on va dire, web design, mais il n'y avait rien sur le développement web. Et c'est parti comme ça, en fait, je lui ai dit, bah, je vais créer une école. Voilà. Et c'est comme ça qu'est née Down School. Bon, aujourd'hui, il est dans l'hôtellerie-restauration, donc ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Le projet s'est lancé. Il y a du recrutement. C'est un secteur qui recrute beaucoup. Aussi, pas d'inquiétude. Mais bon, voilà. Et c'est comme ça. Et en fait, en ayant cette idée de se dire, tiens, on va créer une école. Chez Down School, en fait, on ne fait pas des développeurs. Hein. On n'est pas une école de dev pure. On est une école qui remettons des jeunes sur l'envie d'apprendre et l'envie d'aller plus loin. Après, on le fait sur ce métier-là parce que moi, c'est mon ancien métier, que je connais bien, que ça m'amuse aussi. Voilà, parce que c'est important de s'amuser quand on travaille. Donc, je l'ai monté avec on est 3 à avoir cofondé Down School. Je l'ai monté avec une psychologue et avec donc une chargée de mission d'une fondation qui s'appelle Evolem Citoyen. Et l'idée, quand j'en ai parlé à Hélène, donc ma cofondatrice psychologue, elle me dit, en fait, on va rajouter quelque chose dans les enseignements, c'est l'enseignement humain. Parce qu'on peut tout apprendre en ligne, on peut tout faire, mais il y a quelque chose qu'on ne pourra toujours pas apprendre, c'est les compétences humaines. Dans les compétences humaines, qu'est-ce qu'on a mis dedans ? On a mis la ponctualité, c'est une compétence humaine. L'assiduité, c'en est une autre. Le savoir se connaître. Aujourd'hui, c'est une compétence, voilà, c'est apprendre à évoluer tout au long de sa vie. Mais on va aussi apprendre à apprendre. Qui d'entre vous aujourd'hui, à l'école, peut dire, tiens, moi, on m'a appris à apprendre ? Je pense personne. Et si on ne change pas ce mode-là d'apprentissage demain, en fait, on va créer des clones, ce qu'on a fait depuis 20 ans. Hein. On a créé des clones. On est tous le clone l'un de l'autre, là. Et en fait, la société, elle n'évoluera pas. Et les entreprises, elles n'évolueront pas non plus. Donc, aujourd'hui, c'est un peu ce que nous, on essaye de faire chez Down School. Alors, bien sûr, on fait ça sous la forme de... On crée des sites internet, hein, parce que nos jeunes travaillent sur des sites qui sont vendus à des clients. Ça donne du sens à ce qu'ils font. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de choses comme ça. Et on essaye que tous nos jeunes puissent continuer. D'où la question qui nous vient. Est-ce que tu peux nous dire, c'est une pédagogie qu'on voit peu aujourd'hui, là il y a eu la première promo qui est sortie. Tu peux nous dire ce que deviennent du coup les jeunes qui sont issus de cette première promotion ? Oui, alors on a eu donc chez nous les promotions, c'est pas 200 élèves, hein, c'est 20 élèves maximum. Pourquoi ? Parce qu'on fait beaucoup de pédagogie différenciée. En fait, c'est la pédagogie, c'est pas je fais les choses d'une certaine manière et les élèves doivent se conformer à ce que je fais. C'est la pédagogie doit se mettre au niveau de l'élève, de chaque élève. On fait beaucoup de pédagogie active. Voilà. On fait pas, il n'y a pas une heure de cours où il y a un prof qui dit vous notez et puis vous apprenez ça par cœur et puis vous me récitez ça demain. Ça c'est fini ça. Donc nous, c'est les élèves qui construisent leur savoir. Et les 10 élèves qui sont sortis de la première promo des Down School, en fait, sur les 10, sur tous ceux qui sont arrivés la première année, il y en a 25% qui se disaient oui, moi j'ai envie de continuer après. Et sur les 10 qui sont sortis là, il y en a 100% qui ont dit moi je veux continuer après.
Et ils sont tous aujourd'hui... Alors, ils ne sont pas sur des bac plus 2, puisque le bac plus 2, c'est très éducation nationale. Ils sont sur des titres de niveau 3, donc c'est l'équivalent du bac plus 2, dans des écoles de développement, mais pas que. Parce qu'il y en a, le développement, finalement, c'était pas leur truc. Après, nous, ce qu'on dit toujours chez Done School, c'est que le développement chez nous, c'est, voilà, vous avez une langue maternelle, vous connaissez une langue étrangère, vous connaissez une troisième langue qui est le développement informatique. Parce que demain, si vous connaissez cette langue-là, vous serez mieux armé dans les métiers qui arrivent. Voilà, ça, c'est notre croyance. Donc ces jeunes-là, en fait, il y en a un qui aussi fait aujourd'hui une école de web marketing et de commerce, de e-business. Lui, il veut faire un master 2. Tous les autres, ils vont faire un bac plus 2. Il y en a qui sont orientés vers le web design. Il y en a même qui font un double cursus web design, développement web. Voilà. Donc aujourd'hui, alors sous plusieurs formats, ça peut être en initial ou en contrat pro dans des entreprises. Puisque tu parles des entreprises, Pierre, aujourd'hui, donc, les élèves qui rentrent à Done School, ils sont soit en sortie de 3e, donc ils ont 15 ans, ou de seconde. Oui. Il y a 10 ans, dans ton ancienne vie professionnelle, est-ce que tu aurais recruté un élève de cet âge-là pour rejoindre tes équipes ? Non, parce qu'il y a 10 ans, je recrutais comme on recrutait il y a 10 ans. Tu parlais tout à l'heure, aujourd'hui, on recrute que sur CV. Et voilà. Aujourd'hui, on essaie de changer les choses. Alors, ça ne veut pas dire que le CV n'est pas important, l'expérience n'est pas importante, mais en tout cas, c'est de recruter autrement. Je pense que je n'aurais pas recruté ces élèves-là. Pour tout dire, aujourd'hui, les entreprises vont pas recruter nos élèves après Done School, parce que déjà, ils sont jeunes. La plupart qui sortent de Done School, ils ont 17 ans. C'est en 2 ans, la formation. Donc, par contre, elles vont plus tard, quand elles les recruteront, ils auront plus d'expérience dans leur métier. Parce que ce qu'on fait dans le digital, ça peut s'appliquer à d'autres métiers, bien sûr. Ils auront plus d'expérience, donc ils seront mieux armés à intégrer l'entreprise. Merci beaucoup, Pierre. Voilà. Stéphane, je te passe la parole. Peut-être pour faire le pont avec ce que Pierre a expliqué sur Done School, est-ce que tu peux nous dire comment est née l'aventure IRIG ? Alors moi, je partage, vous allez le voir, beaucoup de points avec Pierre. On travaille régulièrement ensemble, même si on a des étudiants qui n'ont pas tout à fait le même âge, mais qui ont les mêmes ambitions. Nous, notre idée, c'était de dire également, comme à Eden School, une des compétences clés, vous le savez peut-être, on est en pleine 4e révolution industrielle. Certains vous diront que c'est la 3e, d'autres même la 5e. Globalement, on est parti pour 35 années encore de changement, et on vient d'en vivre une bonne quinzaine, portée par le digital et le numérique, mais c'est que le début. Les puissances de calcul des ordinateurs se multiplient par 10 000. Que ce soit nos amis de Google ou d'autres, ils sont en train de tester des ordinateurs quantiques. Ils ont fait un test en 1 minute 30, ils ont fait plus de calculs que le plus puissant des ordinateurs classiques aujourd'hui le fait en 10 ans. Donc vous imaginez, quand on parle de blockchain, de cryptage, de cybersécurité, tout ce que ça va engendrer comme conséquence. Chimie des matériaux, on est en train de vivre des révolutions. Sur la génétique également, ce n'est que le début d'une grande vague. Et nous, on s'est dit, mais dans ce 21e siècle, dans cette 4e révolution industrielle, qu'est-ce qui ne change pas ? C'est quoi la constante ? C'est la constante, en fait, le changement. Et le changement est la constante. Donc on est parti du coup sur l'idée que la compétence ultime, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des compétences techniques utiles en code, en génétique, en physique, etc., en langue. Mais globalement, la constante, ce sera le changement. Et donc la compétence à développer, c'est la capacité à s'adapter à ce changement. Et je reprends ton expression puisqu'elle me convient parfaitement bien. C'est la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de sa vie. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui existe là-dessus en France ? Alors en France, très peu de choses. Il y a un gars, d'ailleurs, qui intervient chez nous, qui s'appelle Jérémy Lamry, qui a écrit un excellent bouquin, facile à lire, 2h30, 3h pour le lire. Ça s'appelle « Les compétences du 21e siècle ». C'est chez Duno. Et vous avez pas mal de littérature aux États-Unis. Vous avez entendu parler évidemment des soft skills. Et il y a une théorie qui s'appelle les 4 C pour facile à retenir, créativité, esprit critique, critical thinking in English, communication et coopération. C'est-à-dire les 4 compétences à développer aujourd'hui de manière durable pour être capable de s'adapter tout au long de sa vie.
Voilà. Et nous, on a décidé, on va créer la première école d'innovation de France. On va créer la première école à se baser exclusivement de sa partie, de ses concours, de sa phase de sélection, en passant par ses cours et en passant par la mise sur le marché de nos étudiants, parce que c'est quand même ça la finalité, qui s'insèrent dans la société et qui trouvent un boulot. On a travaillé sur ces 4C. Voilà. Et on a rajouté quelques petits ingrédients, mettre l'école dans un lieu inspirant. Mes étudiants, quand ils vont prendre un café, une fois sur deux, ils tombent sur un start-upper, un banquier ou un VC. Donc toujours utile de développer aussi cette dernière dimension d'écosystème, d'esprit réseau que vous êtes certainement venu chercher aujourd'hui également. Merci. Peut-être Pierre. Stéphane, c'est vrai qu'un lien fort parce que c'est notre parrain quand on a lancé Eden School, donc à la Fondation Émergence qui nous a accompagnés puisqu'il avait plus d'expérience que nous sur la formation. Voilà. Donc on est très en lien et très en symbiose sur notre vision du futur, de ce que vont recruter les entreprises qui ne veulent pas mourir. Voilà. Ça c'est ma vision personnelle, mais les entreprises demain, si elles ne donnent pas du sens à leurs salariés et si elles ne recrutent pas autrement que sur un salaire et des compétences déjà acquises par rapport à un poste, ces entreprises-là ne vont pas survivre très longtemps. Et les 4C, ça fait aussi partie chez Eden School, parce que tout à l'heure, je vous disais, on a l'accès au savoir. Oui, on a l'accès au savoir. Le problème, c'est que l'accès au savoir est arrivé très vite avec la révolution Internet. La révolution Internet, c'est essentiellement ça, c'est l'accès au savoir. Le problème, c'est qu'on n'a pas préparé les jeunes à creuser le savoir qu'ils étaient en train d'acquérir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils lisent n'importe quoi, ils sont incapables de détecter ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc l'esprit critique, par exemple, dans les 4C, ça sert à ça. C'est de dire, à chaque fois, est-ce que je peux remettre en question ce que je suis en train de lire, et est-ce qu'il y a une source fiable par rapport à ce que je suis en train de lire sur Internet. Pierre, tu dis qu'en tout cas, c'est nécessaire pour les entreprises qui ne voudront pas mourir demain. Peut-être Stéphane, est-ce que tu peux nous dire, tu évoques tes étudiants qui croisent des start-upers aujourd'hui sur le site H7 au quotidien. Comment les entreprises sont imbriquées? Est-ce que tu co-construis avec eux aujourd'hui? Nous, on est parti sur ce principe dès le départ. On s'est créé avec 15 entrepreneurs essentiellement de la région, même s'il y a un Parisien et un Bordelais, il y a toujours des exceptions. Notre idée, c'était de dire de quoi aujourd'hui l'entreprise a besoin, en plus de ce qui existe et ce qui est déjà pas si mal sur le secteur de l'éducation. Donc nous, on s'est spécialisé sur ce que moi j'appelle le chaînon manquant. J'ai certains de mes étudiants qui appellent ça des couteaux suisses. C'est ce qu'on appelle les chefs de projet innovation, chefs de projet transformation, chefs de projet digital. Tout à l'heure, on parlait de PO, Product Owner. L'idée, c'est d'apporter aux entreprises avec lesquelles on travaille des super facilitateurs, capables de faire le lien entre ceux qui maîtrisent des techniques, des technologies et des consommateurs qui sont de plus en plus avertis, et des entreprises qui auront de plus en plus de mal également à les recruter. Ça compte. Tu parlais tout à l'heure des 3,6% de taux de chômage chez les cadres. Vous rajoutez à ça qu'on a pas mal d'études qui nous disent qu'en 2030, 40 à 60% des métiers que nos diplômés occuperont n'existent pas encore. Ça fait un certain nombre de bouleversements, à la fois sur les métiers des ressources humaines, du recrutement, mais également sur les compétences à développer pour avoir la carrière la plus durable possible. Parce que là, je regarde dans la salle, vous êtes majoritairement plus jeune que moi. Vous allez bosser 5-6 ans de plus que moi, une dizaine d'années de plus que vos grands-parents. Et à la différence d'eux, vous n'aurez pas 1 ou 2 employeurs, mais vous en aurez 7 ou 8. Vous occuperez une quinzaine de métiers différents, 60% qui n'existent pas encore. Donc aujourd'hui, notre ambition avec ces entreprises, pour elles, c'est à court terme de trouver des compétences utiles. À moyen terme, d'être capable de les fidéliser et de faire en sorte que ces compétences, elles servent leurs intérêts de demain aussi, parce qu'elles savent que
le changement pour eux aussi est nécessaire et que leur business model va être inévitablement transformé, en tout cas celles qui survivront. Et puis notre ambition, nous, en tant qu'institution d'éducation, c'est d'avoir des diplômés heureux. Tu parlais de bonheur tout à l'heure, c'est d'heureux le plus longtemps possible, d'être donc capable de les mettre le plus tôt possible en situation de choix et de travailler sur leur carrière. Donc moi j'ai une vision du CV un peu différente, je peux enchaîner là-dessus. Nous, on pense que le CV est toujours important dans le sens où le CV vous aide à vous projeter sur votre futur professionnel, vous aide à travailler votre projet professionnel, et c'est ce que nous enseignons dans cette école. Grosso modo, on a 25% de cours qui ressemblent à vos cours classiques dans le sens où vous avez un intervenant, une salle de cours et quelques étudiants réunis. Il se trouve que nous, j'ai pas voulu de cours qui durent plus de 12 heures. J'ai dirigé des programmes accrédités internationalement, j'ai dirigé les MBA de Amiens, donc la logique d'élitisme et d'excellence, je connais, mais le problème, c'est que mes étudiants, sur 36 heures de cours, quand ils en écoutaient 4, j'estimais que le prof était extrêmement performant. Donc nous, on est parti sur des cours. Et tu as vu, ça parle à la jeune fille dans la salle qui acquiesce. Donc nous, on est parti dans l'idée qu'il fallait créer de l'engagement très très rapidement dans la salle de cours, dès qu'on avait fini le tour de table pour que l'intervenant connaisse un petit peu les étudiants qu'il avait dans la salle. Donc on est parti sur des cours de 6 à 12 heures en grande majorité. 60% des intervenants sont des dirigeants en poste. On a pris le patron du MEDEF, on a pris Renaud Sornel, patron de la French Tech, on a des dirigeants de chez Insign, on a des dirigeants de tout type, de tout niveau, on a des dirigeantes. Ça a été plus galère à trouver, mais on en a trouvé quelques-unes. Donc ça fait 60% des cours, et 40% des cours sont donnés par les meilleurs profs de la région qu'on est allé chercher dans les meilleures institutions. Donc sur l'entrepreneuriat, on est allé chercher Michel Coster à Mion, je les cite avec plaisir. Et puis ça fait que 25% du cursus, 150 heures sur l'année. 150 heures de plus, c'est du coaching individuel et du travail sur le projet professionnel de l'étudiant. 25% du temps, on le passe sur eux. C'est quoi ton projet de vie? Donc, projet de vie, c'est professionnel inclus. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Et on va travailler pour certains pendant 2 ans, rien que là-dessus. Histoire de gérer la problématique numéro 1, c'est-à-dire qu'un emploi, c'est fait pour se nourrir et s'insérer dans la société, mais c'est aussi une manière de s'épanouir. On l'a un peu oublié suite aux 30 Glorieuses dans les pays développés. Et donc nous, chaque étudiant va passer beaucoup de temps sur lui-même pour mieux se comprendre et donc être capable ensuite de mieux comprendre les autres et notamment les attentes de son futur employeur, de ses futurs employeurs. Voilà. Et il nous reste 50% du temps, et 50% du temps, ils ont entre 4 et 5 missions. C'est un peu tes missions de code chez Eden. Ils ont 4 ou 5 missions dans l'année, suivant leur niveau, qu'ils vont réaliser pour le compte de vraies entreprises. Et nous, on s'est donné 2 missions sociales et sociétales. La première, c'est qu'ils ont une mission qu'ils choisissent par promotion, qui s'appelle la mission coup de pouce. On s'appelle IRIG, pour International Research Institute for Innovation and Growth. Mais IRIG, c'est l'idée d'arroser la graine pour qu'elle devienne un bel arbre avec des racines bien profondes pour que les branches puissent tutoyer les cieux. Et l'idée avec cette mission coup de pouce, c'est chaque année, nos étudiants choisissent par eux-mêmes une cause humanitaire à soutenir. On veut qu'ils soient impliqués dans la vie de la cité. On veut qu'ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour trouver des pauvres ou des illettrés. Et pour renforcer le caractère social et sociétal, c'est la seule note éliminatoire de l'année. Enfin, mes amis du rectorat me disent que je n'ai pas le droit de mettre des notes éliminatoires, donc on a trouvé un joli mot, ça s'appelle une note suspensive. C'est-à-dire, tu n'as pas la moyenne, tu redoubles. C'est éliminatoire quelque part. Et puis, on a créé un autre type de mission, c'est-à-dire qu'on a réservé 50% des missions faites par nos étudiants pour des startups de moins de 4 ans. Voilà. Pour les aider à passer justement ce qu'on appelle la vallée de la mort, c'est-à-dire de 2 à 5 ans. C'est-à-dire c'est la phase où la plupart des startups échouent. Et là, notre idée, elle est simple, c'est que je fais mien le slogan d'un réseau qui s'appelle le Réseau Entreprendre. Si vous ne connaissez pas, googlisez. Pour créer des emplois, créer des employeurs. Donc la mission que je donne avec mes équipes à nos étudiants, c'est d'aider des employeurs à créer des emplois. Voilà. Donc ça s'appelle Entreprendre pour apprendre et ça permet l'engagement. Voilà, c'est ce que tu disais avec tes missions. Moi, mes étudiants, je n'ai pas besoin de leur donner des notes pour qu'ils se donnent à fond. Et du coup, même les matières les plus rébarbatives, la fiscalité, le financement de l'innovation,
Bien entendu, tout ce qui est finance, ça passe comme une lettre à la poste, parce que quand vous devez aider un start-upper ou une start-upeuse à réaliser son BP parce qu'elle doit lever 300 000 € et qu'elle joue sa vie, la vie de sa famille et de ses collaborateurs, ça motive. J'ai été un peu long, désolé. Non, mais c'est très bien, très éclairant. Peut-être pour mettre en lien avec ce que l'on rencontre sur le marché du recrutement, c'est peut-être une donnée que vous n'avez pas en tête, mais aujourd'hui, il y a un tiers des CDI qui est rompu dans la première année. Et la cause première que donnent les collaborateurs qui arrêtent, ce n'est pas des éléments liés au salaire, ni liés aux missions, c'est l'inadéquation entre ce qu'ils étaient venus chercher et ce qu'ils ont trouvé dans l'entreprise. Donc la fameuse quête de sens. Voilà, c'est un tiers quand même des gens qui s'arrêtent chaque année. Et cette quête de sens que vous évoquiez tous les deux, ce que vous essayez de donner comme responsabilité sociale, engagement à vos élèves, nous on le retrouve aujourd'hui quand on reçoit des candidats d'entretien. Et on parle beaucoup de la quête de sens pour les millénials. Je vais casser le mythe. En fait, aujourd'hui, on le retrouve partout. Les trentenaires, les quadras, les quinquas, les fameux quinquados qu'on rencontre aujourd'hui, ils veulent donner du sens à leur job. Et c'est ça qu'ils viennent chercher quand on les reçoit en entretien. Le process très classique, c'est qu'ils arrivent avec le sacro-saint CV. Et en fait, on essaye d'aller au-delà et de les questionner sur, mais finalement, qu'est-ce qui les fait lever le matin ? Qu'est-ce qui a du sens pour eux ? Et qu'est-ce qui va les animer pour aller travailler chaque matin ? C'est des notions que les générations précédentes avaient un peu mises de côté. Voilà, on avait un travail alimentaire et on travaillait dans une même entreprise parfois pour toute sa vie. Cette notion-là, aujourd'hui, elle est clé pour nous. Vous l'avez évoqué tous les deux, cette quête de sens, vous êtes allés la chercher aussi à un moment de parcours et vous avez créé quelque chose de neuf. Donc elle nous anime, elle anime aussi les nouvelles générations qui arrivent sur le marché. Et ça, demain, en tant que candidat, il faut que vous puissiez le mettre en avant quand vous allez rencontrer une entreprise, un recruteur. Soyez clair sur le sujet. Et si demain, vous êtes employeur, si vous êtes dans la posture du recruteur, pensez à questionner cette partie-là, parce que souvent, c'est à ce niveau-là qu'on a une grosse partie des erreurs de casting qui se font. D'ailleurs, on s'est aperçu, alors je ne sais pas si les chiffres, mais avant, on disait il y a la crise de la quarantaine. En fait, on avait coché les cases. C'est-à-dire qu'on nous avait dit, tiens, pour être heureux, en fait, il faut être marié, il faut avoir des enfants, un chien, un poisson rouge, une maison secondaire, une maison principale, et puis partir tous les hivers au ski, tous les étés à la mer. Et arrivé à 40 ans, on se disait, tiens, c'est bizarre, j'ai tout coché. Par contre, j'ai pas l'impression d'être plus heureux. Aujourd'hui, c'est 30. Aujourd'hui, il y a des crises à 30 ans. Et c'est là où, en fait... la question se pose de dire, mais si c'est de plus en plus tôt, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on fait ne correspond pas, dès le départ, à ce qu'on est. Et je pense que ce qu'on essaie tous de défendre demain, et dans l'entreprise, alors pas toutes les entreprises, hein, il y a encore des entreprises qui vont recruter comme papa, qui vont... mais tu l'as dit, elles n'auront plus le choix demain. Voilà, mais celles-là, elles vont continuer comme ça, et puis finalement, elles vont dire, bon, tiens, je recrute un commercial, et puis je vais lui donner 15% d'augmentation par rapport à son précédent poste, et puis je vais me dire, tiens, c'est bon, je vais le recruter comme ça, parce que de toute façon, il va toucher 15% de plus, donc il va être content. En fait, non, pas du tout. En fait, oui, il sera sûrement pas malheureux, hein, mais c'est pas ça qui fera qu'il restera et qu'il sera engagé, en fait, dans ce qu'il fait. Ce qui va vous engager, et nous aussi, hein, nous, on l'a fait en créant des écoles. Même, je dirais que je vais vous donner un secret, hein, on a donné envie à Stéphane de créer son école. Donc, voilà. Mais ce qui va vous engager, c'est de dire, quand je me lève le matin, en fait, est-ce que j'ai la banane, quoi ? Est-ce que j'ai la banane dans ce que je fais ? Et ça, c'est pas en faisant de l'enseignement comme on faisait il y a 20 ans qu'on pourra le faire, quoi. Il faut vraiment changer la manière d'apprendre et la manière d'accompagner surtout. Tu parles d'accompagnement. Pour nous, en tant que recruteurs aujourd'hui, moi, je ne peux plus mener un entretien comme on les menait il y a 10 ans. Donc, je rencontre des candidats très régulièrement. Et déjà, quand je leur dis que je n'ai pas besoin de leur CV, ça les perturbe un peu sur les 5 premières minutes de l'échange. Mais en fait, je trouve que ça libère la parole. Ça ne m'empêche pas de questionner les gens sur ce qu'ils ont fait, sur leur parcours. Et les gens... Du coup, en se décorrélant du côté très timé et très propre de ce qu'ils ont fait, ils vont nous livrer davantage. On peut aller chercher aussi ce qui les anime à titre personnel. Voilà, les gens, ils n'en parlent pas, mais on a des fois des gens qui pilotent des assos, qui font des choses fabuleuses dans leur temps libre,
C'est pas des choses qu'ils vont penser à mettre en avant. Donc c'est aussi, je pense que c'est une co-responsabilité, oui, pour le collaborateur de dire ce qu'il aime faire et autres, et puis pour l'entreprise ou le recruteur d'être capable d'aller questionner et de chercher la valeur et le petit plus qui va faire que ce candidat il va s'épanouir dans l'entreprise demain. Et dans l'épanouissement, la quête de sens, je dirais à cause de la révolution digitale, aujourd'hui, en fait, dans votre job, en gros, vous participez à un projet, vous envoyez des mails, vous faites des PowerPoint, des fichiers Excel, mais vous n'avez plus vraiment la finalité de ce que vous faites. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui retournent à des métiers manuels aussi. Qui vont demain faire de la maroquinerie en Ardèche, élever des chèvres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on a perdu, c'est le sens de je crée quelque chose et je vois la finalité de ce que je crée. Et ça, faut que dans l'éducation, les jeunes retrouvent dans leur métier digital, malgré tout, puisque nous, on est plus sur le digital, le fait de dire, tiens, je crée quelque chose et j'en ai aussi tout de suite le retour de ce que j'ai créé et la vision, alors même si c'est virtuel, la vision de ce que j'ai créé. Et ça, on peut le retrouver que en enseignant les choses de manière différente. Parce qu'on peut très bien le retrouver, même sur un mail qu'on fait, on peut se dire, je peux avoir le retour de ce que mon mail a permis par rapport au projet qui est plus global. Et donc, en retirer quand même une certaine envie. Et voilà. Donc ça, c'est ça qu'en fait, il faut changer et c'est ça qu'il faut enseigner. Sinon, demain, en fait, on continue comme on est, ça ira très bien. Et c'est pas comme ça qu'on fera la révolution non plus en termes d'écologie, d'environnement, etc., etc. C'est-à-dire que trier ses déchets, ça suffira pas, quoi. Peut-être pour reboucler également, vous dire qu'aujourd'hui, on est quand même un public de privilégiés dans la salle, plutôt sur technicien supérieur et col blanc. On est habitué à ce qu'on nous parle de compétences comportementales depuis longtemps. On a tous passé déjà des tests de personnalité, on nous a déjà parlé de soft skills. Moi, j'ai un vœu pieux, c'est que demain, ça soit accessible à tout type de public. Donc, ce qu'on appelle les cols bleus, les premiers niveaux d'employés, ou des élèves, des fois qui peuvent être en décrochage scolaire ou autre, quelqu'un qui est ouvrier demain, qu'on arrive à lui faire intégrer, qu'il en soit persuadé que finalement, ses compétences comportementales, c'est son plus. Donc ça, c'est un gros chantier qu'on entreprend dans le groupe ADECO, parce que comment demain on donne accès à tout type de public à ce genre de test et comment on le valorise. On a une telle pénurie d'emploi, ce qu'on évoquait au début sur certains métiers, que demain on se dit finalement on va juste regarder quels sont les soft skills nécessaires pour occuper un emploi et on va aller recruter les gens. S'il y a besoin de vérifier un niveau technique, on le fera, mais uniquement là-dessus. Si on prend les métiers de la restauration aujourd'hui, la restauration collective, il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est monstrueuse dans la partie restaurant interentreprise, par exemple, ou dans les maisons de retraite. Voilà, il n'y a plus de personnes pour servir ou faire la cuisine. Il n'y a pas besoin d'un bagage technique particulier si on l'amène, c'est ce que tu disais. On peut l'apporter, le bagage technique. Par contre, quelles sont les compétences comportementales que ces gens qui vont croiser au quotidien des usagers ou des patients ou des familles vont devoir porter? Et demain, on se dit que l'ambition, c'est d'aller requêter, en tout cas sur la base de ces comportements professionnels, compétences comportementales, et d'aller solliciter des gens qui ne se seraient pas imaginés à l'emploi pour leur proposer un job qui peut-être leur permettra de s'épanouir, comme on l'évoquait précédemment. Donc c'est aussi tout un changement de mindset et de perception du marché de l'emploi. Alors voilà. Petit à petit, le fameux recruter autrement. Arrêtons d'enfermer les gens dans des cases. Voilà. Et ouvrons les chakras, il y a plein de choses et plein de perspectives d'emploi, y compris pour des gens aujourd'hui qui sont très éloignés de l'emploi. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un demandeur d'emploi sur deux qui est un chômeur longue durée aujourd'hui. Alors, comment ces gens-là aussi, on les rattache demain à l'emploi? On voulait vous proposer également peut-être un petit temps de questions-réponses. Peut-être pour reparler de vous. C'est toujours la première question la plus compliquée.
Plutôt très bien en fait. Non, plutôt très bien parce que, alors, dans nos élèves, on a tout type de profil. Hein. On a des décrocheurs scolaires, donc on a des élèves qui n'étaient pas allés à l'école depuis 2 ans aussi, hein. Ça arrive. On a des phobies scolaires. On a des élèves qui ont juste envie de faire ce métier-là, mais pas attendre d'avoir un bac pour pouvoir le faire. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, il fallait qu'ils passent un bac S, un bac STI 2D, etc., pour pouvoir faire une formation dans le développement. Donc ceux-là, ils sont juste un peu plus pressés que les autres. Et puis on a pas mal de handicaps, hein, tout ce qui est 10. Alors je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, etc., etc. Et beaucoup de haut potentiel aussi, parce qu'on a pas mal de haut potentiel. Donc ce qu'on appelle les élèves à haut potentiel, c'est des élèves qui ont un QI au-dessus de la moyenne, qui ont besoin, comme ils vont plus vite, en fait, le système standard n'est pas adapté à eux. Donc tous ces élèves-là, en fait, le vivent très bien, mais parce que en fait, ce qu'ils nous disent, alors les verbatims qu'on a, c'est de dire avant à l'école, en fait, j'étais une sorte de numéro. Vous voyez, dans des lycées à 1200, 1800 élèves, voilà, j'étais un numéro. Et là, en fait, je me sens moi. En fait, là, je me sens, je sais que c'est à moi-même qu'on parle. Voilà. Et c'est ça qu'ils apprécient le plus. Donc c'est le fait qu'on soit une petite promo déjà. Et après le fait qu'aujourd'hui c'est eux qui construisent leur savoir. Parce que demain ils devront construire aussi leur job de demain. En fait c'est un peu ça, c'est qu'ils devront le construire eux-mêmes. Donc ils commencent chez nous. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ceux qui continuent, comment ils vivent alors la suite comme ils vont dans des. Alors c'est une très bonne question parce que c'est pour ça qu'en fait ils vont pas continuer en IUT ou en BTS. Hein. Parce que sinon, ils retomberaient dans un système qui ne leur convient pas. Donc c'est pour ça qu'ils continuent sur des formations pro, alors de type 42 à Lyon, de type Simplon, de type... donc c'est que du contrat pro, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Et ils sont encore dans ce mode actif et non pas passif. Donc en fait, ça se passe plutôt très bien. Je peux poser une question, moi, peut-être. Oui. Aujourd'hui, en France, on a 6% de développeuses. Là, c'est mieux. Je recommence. Aujourd'hui, en France, on est à 6% de développeuses. Donc, il y a une pénurie déjà de développeurs, mais encore plus une pénurie de développeuses. Comment faire pour inciter ces personnes à prendre cette carrière-là dans le digital et dans l'IT en général? C'est une très bonne question parce qu'on essaye. Alors, nous, on a réussi à faire du mix social. Donc, on a autant de CSP++ que de CSP-. On a réussi à faire du mix d'origines diverses aussi. Par contre, le mix féminin-masculin, on n'y est pas arrivé. Sur 3 promos, on a une fille. Hein. Voilà. En fait, la problématique, elle ne vient pas que les filles... Alors, en plus, les filles sont largement aussi capables dans ce métier-là, même voire meilleures que certains garçons, parce que souvent un peu plus rigoureuses et il faut de la rigueur pour faire ce métier-là. En fait, le problème, c'est que ça remonte plus loin que nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une expérience qui a été faite en classe de maternelle. Donc c'est Hélène qui a vécu ça, elle était prof avant, elle était prof des écoles. Elle dit demain, il y a le monsieur qui vient changer le tableau blanc. D'accord ? Donc elle dit ça, elle avait une classe de petits avec garçons-filles. Donc le monsieur arrive avec son tableau blanc, automatiquement, sans qu'elle dise rien. Les garçons ont pris leur petite chaise, sont allés se mettre devant le tableau, regarder le monsieur faire. Et les filles ont continué à jouer avec leurs poupées. Déjà, tant qu'on n'aura pas changé ça, en fait, ça sera compliqué. Et puis il y a aujourd'hui, il y a un autre paramètre qui se passe chez les filles, c'est qu'on leur dit les sciences techniques, donc les métiers, ce que j'appelle les métiers de l'ingénieur. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles doivent toutes devenir ingénieurs, hein, mais en fait, elles ne s'autorisent pas à les faire. Elles ne s'autorisent pas parce qu'elles sont, depuis tout le temps, on les a mis dans des cases où elles vont aller dans la com, le marketing, les sciences sociales. Vous allez sur les métiers pour les maisons de retraite, il n'y a pas un mec, hein. Il n'y a que des filles. Voilà. Et donc, tant qu'on n'aura pas changé ça, en fait, derrière, nous, on récupérera ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que, alors,
Des fois, on arrive à trouver une fille qui se dit bah, moi, je m'autorise à le faire. Voilà. Mais c'est très, très compliqué. Ouais. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous nous posez cette question. Quel est l'intérêt d'avoir plus de femmes codeuses ? Ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ont tout autant à apporter qu'un développeur. Elles ont peut-être cet esprit aussi plus rigoureux. Et je pense que dans une équipe, c'est important aussi d'avoir ce mix-là, mix à la fois social, de personnes qui viennent d'horizons très différents, parce que ça permet d'aller plus loin, peut-être plus lentement, mais plus loin. Et pareil, le mix homme-femme permet également d'aller plus loin, parce qu'on va pouvoir avoir des nouvelles idées, toujours d'avoir cet esprit d'ouverture, en fait. Et pas être, entre guillemets, le plateau de développeurs, je caricature, mais moins de 40 ans, blanc, et voilà quoi. Aujourd'hui, nous on travaille dans l'éducation en particulier aujourd'hui, mais dans les entreprises, justement à limiter les barrières à l'entrée. Mais après, on peut pas imposer des quotas à l'envers, on peut pas lutter contre des déterminismes culturels millénaires. Et après, il n'y a pas besoin d'être sur une équité totale sur tous les métiers non plus. Voilà. Là aujourd'hui, nous, dans l'éducation, l'idée, moi j'ai plus de filles que de garçons, c'est l'inverse. Il y a aussi des appétences effectivement liées à des biais culturels ou éducatifs antérieurs, mais est-ce si grave ? Voilà. C'est la vraie question. Il y avait quelque chose là-dessus sur l'intelligence artificielle, justement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est développée par des blancs, des hommes, et donc les algorithmes de pensée, en fait, ne sont faits que par des hommes blancs. Est-ce que les choix des algorithmes d'intelligence artificielle, qui sont sur le apprendre à le machine learning, le deep learning, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est au stade 1, on n'est pas encore à la pensée qui va remplacer le cerveau humain. Est-ce que ces choix-là, justement, et c'est ça que moi je défends, c'est que demain, il faut qu'il y ait des femmes dans les équipes de développement des algorithmes d'intelligence artificielle et pas que des blancs. Alors, je caricature un peu, mais sinon, on aura des décisions qui seront menées par ces algorithmes-là de manière unique. Voilà. Donc c'est important. La question est importante. Après, c'est vrai, comme dit Stéphane, le problème, c'est qu'à notre niveau, on ne peut pas révolutionner des millénaires d'enseignement avant. Nous, notre job, c'est de supprimer les barrières à l'entrée. Peut-être pour illustrer ce que tu dis, Pierre, dans le monde du recrutement, on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui se développe, avec notamment aujourd'hui de l'entretien vidéo différé, où l'intelligence artificielle va aller analyser une partie de votre vocabulaire, le rosissement de votre peau, votre niveau de stress, etc. Donc sachez que ça existe en tout cas. Et il y a un très très grand donneur d'ordre dans le monde qui s'était lancé et qui a stoppé avec perte et fracas parce que son intelligence artificielle était hyper misogyne. Et en fait, en analysant, on s'est simplement rendu compte que c'était des messieurs qui avaient défini l'algorithme. Tout à fait. Moi, j'ai lu cette étude. C'est parce qu'un certain nombre de métiers, l'intelligence artificielle, indépendamment de qui l'a programmée, elle voit qu'il y a 80% d'hommes. Donc elle va renforcer. Elle se dit, 80, il faut aller à 100. C'est plus une question de logique qu'une question de... J'ai pas la même vision que toi, enfin position que toi sur ce sujet. La diversité n'est pas moins essentielle. Et encore une fois, c'est une question de barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un homme veut faire de la maïeutique et être sage-femme, ou une femme veut devenir codeuse ou ingénieur, on doit tout faire pour qu'ils puissent réussir dans de meilleures conditions que tous les autres, certes. Mais les biais, ils existent, ils sont cognitifs, ils sont historiques, ils sont culturels, ils sont socio-culturels. On les abolira pas d'une baguette magique. Et moi, je connais bien la vice-présidente de la région qui porte cette logique sur l'intelligence artificielle, mais c'est la logique qu'on a dans tous les gouvernements. Aux États-Unis, vous avez un gouvernement essentiellement masculin, vous voyez le résultat. Pas besoin d'avoir des programmeurs hommes et blancs pour arriver à ce résultat. On a une question dans la salle. Oui. Bon, je veux parler de mon expérience de formation de jeunes filles, c'est-à-dire qu'on fait des programmes où on ne prend que des jeunes filles et on leur fait faire du code, et notamment on les prend au niveau de la 3e, et on a travaillé avec l'Eden
on est allé à l'Éden pour nous héberger. Mais ce que je voulais vous dire, c'est surtout une expérience. J'ai 72 ans, alors je peux dire que voilà, que je viens de vivre là le week-end dernier. C'est-à-dire, on a fait un musée au mix, on a travaillé dans des musées, on a travaillé pratiquement. Il y avait pratiquement que des femmes, que ce soit dans l'administration qui était Loire-Forez agglomération, que ce soit nous. Et je l'ai déjà vécu avant, comme ça. C'est que entre femmes, hein, on a une autre façon de s'organiser. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup mieux collectif et on accepte le collectif. Et le collectif, l'arrivée à faire quelque chose et à le faire simplement est un plaisir. Alors que je n'ai pas l'impression que ce soit une priorité ou que ce soit les pantoufles pour les bonhommes. Voilà, c'est une question comme ça. Et on a aussi des hommes que ça intéresse, mais bon, voilà. Et il y a aussi des sujets, des milieux qui peuvent vraiment travailler facilement pour des femmes. Par exemple, du e-textile. Se lancer dans le e-textile, dans le smart textile, c'est du digital. Et pour l'instant, il y a des possibilités pour les filles de faire ça parce qu'il y a beaucoup de boulot, ça ne gagne pas automatiquement et ce n'est pas en première vision. Et il me semble qu'il y a à certains moments des secteurs pionniers. Alors moi j'ai vécu ça dans les IUT. Avant 85, il y avait beaucoup de filles. Institut de programmation, il y avait beaucoup de filles quand c'était pionnier. Donc c'est peut-être pas d'obliger les filles à venir dans, mais d'adapter et de proposer quelque chose qui leur convient. Merci. Vaste débat, enfin en tout cas, sur le public et sur les biais induits d'un point de vue éducationnel ou de façon plus séculaire. Damien, je vais sortir du débat homme-femme, pardon. Pour revenir sur les soft skills, si j'entends bien tout ce que vous avez dit, je suis en train de réfléchir en même temps. Je me dis, plutôt que de recruter quelqu'un qui serait déjà un bon développeur, en fait, j'ai plutôt intérêt à recruter quelqu'un qui sera peut-être qui sera motivé par le fait de devenir développeur et moi le transformer en développeur. En fait, c'est un peu ça que vous êtes en train de dire tous les trois en disant finalement, si on veut qu'ils s'inscrivent durablement dans un métier, dans une entreprise, il faut qu'ils montrent la motivation pour ce métier, pour cette entreprise et pas forcément qu'il ait déjà les compétences pour le faire. Du coup, c'est bizarre, non, quand même, en fait, pour recruter. Maintenant, ça devient un casse-tête. Comment on fait ? Vous avez 2 minutes, hein, parce qu'après, il faut qu'on arrête. Alors, ces questions qu'on se pose, l'avantage, c'est qu'en général, les États-Unis se les sont posées avec... à une époque, ils avaient 10 années d'avance sur nous. Aujourd'hui, c'est 2-3 ans. Et aujourd'hui, vous avez les principaux groupes que vous connaissez tous, les GAFA notamment, ou les NATO, qui ont à peu près entre 70 et 80% de leur politique de recrutement qui est désormais décorrélée du diplôme. Et donc l'idée, et d'ailleurs vous avez Pôle Emploi qui a fait des choses intéressantes sur le sujet. Vous, j'imagine chez ADECO depuis longtemps également. Où l'idée c'est de mettre en situation, c'est de mettre en condition d'expérimentation la future recrue et de la tester justement sur sa capacité d'adaptation, sur sa capacité à apprendre. Bon, alors après, quand on prend un peu de recul, parce qu'on commence à avoir du recul sur ces statistiques, en tout cas nord-américaines, on s'aperçoit que 80% de ceux qui réussissent sont diplômés de l'enseignement supérieur. Voilà. Et c'est ce qui me fait dire, c'est que c'est plus le diplôme qui est important ou finalement la marque de votre diplôme. On s'aperçoit que le poids des réseaux diminue statistiquement, même si dans certaines grandes écoles il reste important. On s'aperçoit que c'est l'éducation qui prend le pas. Donc ce 21e siècle, ce ne sera plus le siècle du diplôme, mais ça restera le siècle, plus que jamais, le siècle de l'éducation, et avec la nécessité de s'éduquer régulièrement. D'où notre vision des choses chez Eden School et chez Eric, de dire le meilleur service qu'on puisse rendre à nos futurs diplômés, c'est de les rendre capables d'apprendre tout au long de leur vie, par eux-mêmes ou le moment venu avec d'autres acteurs. Damien, pour répondre à ta question, donc oui, aujourd'hui, on change aussi nos façons de recruter, les modes de recrutement. Et ce qu'évoquait Stéphane, c'est ce qu'on appelle l'assessment center, c'est la mise en situation. C'est quelque chose qu'on pratiquait dans le monde du recrutement plutôt pour les cadres dirigeants il y a quelques années, qui se vulgarise complètement pour les commerciaux et même pour des gens de premier niveau, où on va
décontextualiser du poste pour lequel on les recrute, mais on va les mettre en situation du quotidien pour voir leurs réactions. On travaille beaucoup les phases d'observation, comment ils gèrent un changement d'organisation, leurs aptitudes à comprendre des consignes. Un changement de bureau. Un changement. Non, mais des choses toutes simples, exactement. Tout bête, hein. On travaille sur des basiques. Pour l'avoir vécu, changement de bureau, des fois ça peut être compliqué, quoi. Et quand on en est là, on se dit, on a loupé un truc. Non mais vraiment, on a loupé un truc. Moi j'avais des équipes de dev. Alors déjà les équipes de dev à la base c'est pas les plus simples. Dans la flexibilité et l'agilité, c'est ce qu'on essaye nous de changer là. Mais un changement de bureau ça a été compliqué. C'était compliqué alors que ça devrait même pas poser de questions en fait. Et c'est ça qu'on essaye nous de changer. C'est là où on voit nos types sur des gens lors de mise en situation assez simple. Hein. Le but, c'est pas de mettre les candidats mal à l'aise, mais un changement de consigne, pour certaines personnes, c'est pas gérable. Donc, est-ce que le job qu'on propose peut amener un changement de consigne ? Si c'est le cas, que la personne ne le gère pas, on la positionnera pas pour ce job. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de super aptitudes comportementales pour en occuper un autre, où la consigne est systématique et répétitive. Et nous, on va travailler, par exemple, les intelligences multiples. En fait, on a beaucoup. Des fois, vous dites, même tout le monde s'est dit un jour, ah, tiens, je suis bête, ou je suis pas intelligent. On dit à nos élèves, en fait, l'intelligence, ça n'existe pas. En fait, ça n'existe pas dans ce sens-là. Donc, on va travailler ce qu'on appelle les intelligences multiples. C'est-à-dire que, et là, on va travailler. Alors, je ne vais pas revenir sur le débat, mais on va travailler justement avec des femmes célèbres qui avaient une certaine forme d'intelligence. Donc, ça peut être l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence musicale, l'intelligence verbale, etc., etc. Et nous, on leur fait bosser. En fait, on leur fait découvrir à nos jeunes, eux, c'est quoi leur forme d'intelligence. Et donc, c'est quoi leur talent, en fait. Et on va bosser sur leur talent. Et une fois qu'ils savent ce qu'est leur talent, ils peuvent être dans une phase plus enrichissante et ils vont une confiance en soi améliorée, une estime de soi améliorée. Damien me fait signe que c'est le moment de clôturer. Un grand merci à tous et à tous. Et bonne prochaine conférence pour ceux qui poursuivent. C'était bien des deux jours. Merci.